Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, principalement pour discuter de la rencontre Trump-Poutine qui doit avoir lieu en Alaska vendredi. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Toujours un plaisir d'être avec vous, Glenn. Il y a donc beaucoup de réactions différentes à cette réunion. Certains sont frappés par un immense optimisme, tandis qu'en Europe, on ressent surtout une certaine panique. Mais dans l'ensemble, c'est aussi un moment très étrange pour organiser cette réunion. Je veux dire, cela a surpris la plupart des gens, tout simplement parce qu'en général, ce sont les chefs d'État qui viennent à la fin pour signer les documents une fois que tout a été réglé. Comment interpréter tout cela? Comment analysez-vous ce sommet ou cette discussion? Pour commencer, j'appelle cela une sorte de seconde itération des conséquences de la bataille de Debaltsev, qui a eu lieu en janvier et février 2015. Lors de cette bataille, l'armée ukrainienne a subi une défaite totale et Angela Merkel s'est précipitée à Moscou, a persuadé Poutine d'appeler les gens du Donbass, de les retenir, d'empêcher l'effondrement total de l'Ukraine. À l'époque, cela a été présenté comme un chemin vers la paix. Eh bien, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. C'était une véritable mascarade. Et Merkel l'a reconnu plus tard. Il s'agissait simplement de gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se renforcer. Et Poutine, à son crédit, a admis « Je me suis fait avoir, j'ai été dupé ». Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il s'agit d'une bataille de Debaltsev II? Vous savez, au début, lorsque Trump a parlé de 50 jours, je pense qu'il croyait sincèrement que les forces ukrainiennes dans le Donbass, et en particulier à Donetsk, tiendraient bien plus de 50 jours. Un peu plus tard, je pense qu'on l'a informé qu'elles étaient en réelle difficulté, comme nous le voyons actuellement. Les événements en cours le montrent très clairement. La ville clé de Pokrovsk pourrait tomber avant même que Poutine et Trump n'arrivent à Anchorage, en Alaska, dans 2 jours. Les 3 autres villes stratégiques de cette ligne de défense, Slaviansk, Kramatorsk et Konstantinovka, sont elles aussi en difficulté. Et une fois qu'elles tomberont, la Russie aura sécurisé l'ensemble du Donbass. Cela signifie Luhansk et Donetsk. Et donc, une fois qu'ils auront le contrôle total de Donetsk, il later försöker de kunna cette pression. Alors Trump a repoussé cette échéance au 10. Mon Dieu, il faut qu'on se voit maintenant. Mais regardez bien la date limite. Vous savez, il était censé y avoir des sanctions écrasantes vendredi dernier, car c'est à ce moment-là que l'échéance arrivait. L'échéance arrive. Le seul à avoir subi ces soi-disant sanctions écrasantes, c'est l'Inde, avec un tarif douanier de 25%, qui a ensuite été porté à 50%, soit 25% supplémentaires. Et tout ce que Trump a réussi à faire avec ses tarifs sur l'Inde, c'est d'exaspérer les Indiens contre les États-Unis. Ce à quoi l'Inde a répondu en annulant l'achat de F-35, en annulant d'autres avions, ou en annulant une réunion que le ministre indien de la Défense devait avoir avec Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Donc, ces menaces qui émanent de Trump se sont avérées à plusieurs reprises être vides de sens. Souvenez-vous, revenons en arrière et regardons les déclarations qu'il a faites il y a des mois à propos de différents types de menaces, de différents ultimatums. Nous avons vu la même chose à Gaza. Si le Hamas ne libère pas ses otages d'ici samedi, il y aura un prix à payer. Eh bien, ce sont les Palestiniens qui en paient le prix, mais ce n'est pas l'instigation directe de Donald Trump. Donc, avec tout cela en toile de fond, Trump arrive à cette réunion désespéré, essayant d'en tirer quelque chose. Et si vous regardez ce qu'il dit en public, c'est comme regarder un match de tennis à Wimbledon, sauf que Trump joue des 2 côtés du filet. On va d'un côté à l'autre, encore et encore. Il vous faudrait une Minerve pour suivre le rythme.
Parce qu'à un moment, il dit « Oh, je vais juste découvrir ce que pense Poutine ». Puis l'instant d'après, il dit « Oh, s'il n'accepte pas un cessez-le-feu, il y aura de graves conséquences ». Alors, c'est quoi, finalement? Et ensuite, il a dit « Eh bien, nous allons à la première réunion, mais il y en aura une deuxième ». Oui, la deuxième réunion est en Russie, parce que c'est ce qu'ils avaient en fait convenu au départ. Et puis, eh bien, il se peut qu'il n'y ait pas de deuxième réunion. Donc, si vous êtes un dirigeant étranger qui essaie de suivre la position de Donald Trump, bon courage. Vous allez devoir prendre une feuille de papier et vous allez vous retrouver dans tous les coins de cette feuille parce qu'il part dans tous les sens. Il faut donc prendre du recul et se demander qui détient les cartes. Et dans ce cas, c'est Poutine qui les a toutes en main. Vous pouvez ajouter à cela la déclaration selon laquelle Zelensky devrait se préparer à signer certains documents. Mais ensuite, c'est très oui. Je veux dire, depuis que Trump est revenu au pouvoir, on insiste sur le fait qu'il ne faut pas vraiment écouter ce qu'il dit, mais plutôt regarder ce qu'il fait. Mais là encore, il doit y avoir une certaine cohérence dans ses propos, car il y a seulement une semaine, il menaçait la Russie à moins qu'elle n'accepte un cessez-le-feu inconditionnel. Maintenant, il affirme qu'il doit y avoir des échanges territoriaux. Et aujourd'hui, il soutient que Poutine fera face à des conséquences très graves s'il n'accepte pas un accord de paix. Mais, comme vous l'avez dit, quelques heures plus tôt, il disait que le but était de découvrir ce que veulent les Russes. Quelles sont leurs exigences? C'est toujours le problème. On finit peut-être par y voir ce qu'on veut y voir, mais il n'y a rien de concret ici. Il y en a juste un peu pour tout le monde, on dirait. Eh bien, vous savez, Donald Trump est avide d'obtenir un prix Nobel de la paix. Je pense qu'on pourrait au moins lui décerner une médaille d'or olympique pour la gymnastique verbale, vu les volte-face, les pirouettes et les revirements qu'il a fait rien que ces dernières 24 heures. Comme je l'ai dit, c'est un revirement total de position, des contradictions complètes avec ce qu'il a déclaré. Et en fait, je pense que Vladimir Poutine comprend cela. Il a eu 3 rencontres précédentes, je ne connais pas les dates exactes, mais la seule façon dont je sais qu'ils ont eu 3 réunions différentes où ils sont assis côte à côte en se serrant la main, c'est que je peux vous montrer 3 photos différentes où Trump et Poutine portent des cravates différentes. Donc d'accord, ils ont eu au moins ces 3 rencontres différentes. They've had at least those 3 different meetings. What Putin knows from meeting Trump in person. Ce que Poutine sait de ces rencontres en personne avec Trump, c'est que le vrai Trump, dans une relation personnelle, est une personnalité complètement différente du personnage qu'il incarne à la télévision. Ce fanfaron agressif qui lance constamment des menaces et des insultes à tout va, parfois obscènes, parfois grossières. Mais en face à face, Trump est un homme peu sûr de lui, qui cherche à être apprécié. Il va donc se montrer obséquieux, faire tout son possible pour s'assurer que vous êtes à l'aise et que tout va bien pour vous, car il n'aime pas vraiment licencier les gens. Il est très mauvais pour embaucher, très mauvais pour licencier. Ainsi, Poutine sait que lorsqu'il est en tête-à-tête avec Trump, ou du moins par le passé, il pouvait réellement avoir une discussion avec lui. Et Trump écoutait et posait des questions. Mais il reste à voir qui tire vraiment les ficelles ici. Parce que nous avons assisté à une série d'événements que je ne crois pas avoir été orchestrés par Donald Trump, à commencer par le redéploiement des bombes nucléaires à gravité B-61-12 à Lakenheath au Royaume-Uni, ainsi qu'au moins sur 5 bases de l'OTAN en Europe. Cela a été fait à la mi-juillet. Au même moment, le général Chris Donahue, clairement avec l'autorisation de ses supérieurs, a commencé à évoquer l'invasion de Kaliningrad, sachant qu'un tel discours constituerait une provocation directe envers la Russie. Ensuite, Trump a parlé ouvertement de déployer des sous-marins nucléaires au large des côtes russes.
alors que la marine américaine déploie régulièrement des sous-marins nucléaires au large des côtes russes, ou dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique. Mais cela a ensuite été suivi par ce que j'appelle la mascarade de vendredi dernier, lorsque Trump a organisé des pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'était clairement une attaque directe contre la Russie. Et la Russie doit certainement prendre en compte qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre des États-Unis et de l'OTAN pour intervenir dans le Caucase, créer une menace pour la Russie et d'ailleurs pour l'Iran, afin de perturber toute coopération irano-russe. Donc je prendrai du recul et je vous retournerai la question. Glenn, pouvez-vous citer une seule action positive que Donald Trump ait entreprise au cours des 6 derniers mois envers la Russie qui indiquerait une volonté de conciliation, un désir de paix ou d'amitié, autre que de simplement dire « discutons ». Je n'en vois aucune. J'ai tendance à le féliciter, au moins, d'avoir parlé aux Russes. Je veux dire, cela semble être le strict minimum, mais c'est quelque chose qu'aucun des pays de l'OTAN n'a fait au cours des 3 dernières années et demie. Donc, c'est déjà un point. Mais tu as raison de dire que le fond n'est pas vraiment là. Et j'imagine que c'est en partie ce qui inquiète beaucoup de gens, car il n'est même pas certain qu'ils comprennent le conflit. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il parlait de rétablir la neutralité de l'Ukraine. Puis soudainement, ce qui est, et il a même qualifié cela de guerre de Biden. Il le dit encore aujourd'hui, mais cela reconnaît tout de même qu'il s'agit d'un conflit entre l'OTAN et la Russie. Ensuite, cela devient un conflit bilatéral uniquement entre la Russie et l'Ukraine, où il se place en médiateur. Et maintenant, il parle d'échanges territoriaux. Mais penses-tu qu'ils comprennent ce conflit? Parce qu'il semble y avoir une focalisation excessive sur ces territoires. Oui, non. En fait, je ne pense pas qu'ils comprennent. Et je ne pense pas que ce soit entièrement de sa faute. D'après un article que Seymour Hersh a écrit la semaine dernière, dans lequel il citait un haut responsable du renseignement, ce responsable utilisait un langage décrivant ce conflit entre la Russie et l'Ukraine comme une bataille, comme un conflit territorial. Et c'est comme si, donc si la CIA ou la DIA, peu importe qui était ce haut responsable du renseignement, s'ils transmettent réellement que c'est un différend territorial, alors cela montre qu'ils ne commencent même pas à comprendre que ça n'a rien à voir avec le territoire. Tout tourne autour de l'expansion de l'OTAN. Donc le fait que Trump reçoive cette information, vous savez aussi, le même responsable du renseignement avait affirmé que la Russie avait subi 2 millions de pertes. Et encore une fois, c'est ce que Trump dit. Donc Trump reçoit des informations de la communauté du renseignement, de la CIA, via Radcliffe, qui sont tout simplement fausses. On ne sait pas pourquoi Tulsi Gabbard n'est pas intervenu pour rétablir la vérité. Mais il est clair que Trump et son équipe opèrent sur la base de ces fausses prémices, tant que cela ne sera pas corrigé. Et peut-être que Poutine espère pouvoir remettre Trump sur la bonne voie. Maintenant, je peux imaginer qu'un accord sorte de la réunion de vendredi, une possibilité où Vladimir Poutine informera Donald Trump. Écoutez, je n'ai aucune autorité constitutionnelle pour faire quoi que ce soit concernant Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporizhia ou la Crimée, car toutes ces régions sont intégrées à la Fédération de Russie en tant qu'État, si vous voulez, et c'est constitutionnel. Je ne peux pas changer cela. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Cependant, nous serions prêts à retirer nos forces de Dnipropetrovsk, Soumy et Kharkiv parce que nous n'avons pas encore fait, et il insistera sur le « encore » de revendications légales sur ces oblasts, à condition que l'Ukraine retire également ses forces et que cette zone soit créée comme une zone tampon. Donc je pourrais voir cela comme, je cite, un accord auquel il pourrait parvenir, mais il serait conditionné à l'acceptation par l'Ukraine. Et je ne vois pas l'Ukraine l'accepter. Auquel cas,
En théorie, cela laisserait Trump libre de dire « Eh bien, j'ai proposé l'accord. Ce sont les Ukrainiens qui refusent de l'accepter et de s'en laver les mains. » C'est ce qu'il devrait faire. Mais franchement, je ne pense pas qu'il le fera. Il va tergiverser et cette guerre va s'arrêter brutalement par une victoire russe sur le champ de bataille. Pensez-vous que ce seront vraiment les exigences de Poutine? Parce que j'imagine qu'il est difficile de se préparer à cette rencontre si l'on ne se fie qu'aux déclarations de Trump, étant donné à quel point il change constamment d'avis. Mais les Russes, eux, sont restés assez cohérents depuis le début. Oui, j'ai toujours tendance à penser qu'ils présentent tout comme si c'était gravé dans le marbre. J'imagine souvent qu'il s'agit plutôt d'une négociation dure et qu'ils pourraient faire preuve d'une certaine flexibilité sur certains points. Mais bien sûr, ils sont aussi pressés d'en finir avec cette guerre, sans pour autant vouloir abandonner leur position de force. Alors, selon vous, qu'est-ce que Poutine va proposer à Trump comme offre pour mettre fin à la guerre? Oui, et j'ai eu la chance d'avoir des conversations avec Sergei Lavrov, ainsi qu'avec le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. J'ai également écouté attentivement la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. J'ai écouté le porte-parole du Kremlin, Peskov. J'ai écouté d'autres membres, disons des proches de Poutine, et Vladimir Poutine lui-même. Si l'on constate quelque chose, c'est que la position de la Russie s'est durcie depuis la première présentation par Poutine de ce qu'on pourrait appeler Istanbul 2. C'était le 14 juin 2024. Et elle s'est durcie de la manière suivante. En juin 2024, il demandait simplement que les 5 anciens oblasts ukrainiens, désormais intégrés à la Fédération de Russie, soient officiellement reconnus comme faisant partie de la nation russe, de la Fédération de Russie. Que l'Ukraine rejette et n'ait plus aucun rapport avec l'OTAN. Que les conseillers de l'OTAN soient retirés. Qu'il n'y ait plus de partage de renseignements ni d'équipements militaires. Et que l'Ukraine retire toutes ses forces de ces 5 oblasts. Je vois maintenant que Poutine va arriver avec une exigence encore plus dure que cela. Il insistera également pour que les Ukrainiens se retirent de Dnipropetrovsk, Soumy, Poltava et Kharkiv. Les Russes ont clairement indiqué que si l'Ukraine n'acceptait pas cet accord, alors le prochain accord consisterait en la prise de toutes ces régions par la Russie. La Russie organisera des élections dans chacun de ces oblasts, leur donnant la possibilité de déclarer s'ils souhaitent ou non devenir une partie de la Russie. Lorsque ce vote aura lieu, ils seront intégrés. Ce qui est intéressant, c'est que depuis les tout premiers jours de l'opération militaire spéciale en 2022, la Russie a maintenu le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Aujourd'hui, elle est encerclée par les forces ukrainiennes, mais ces forces ukrainiennes n'ont pas percé. Attaquer the Wupfand Borumpag. Cela montre donc la capacité de la Russie à pouvoir maintenir ses forces même à une telle distance. Eh bien, une fois que cette ligne s'effondrera dans le Donetsk et que la Russie aura alors le contrôle total de Luhansk et de Donetsk, il n'y aura plus rien que l'Ukraine puisse faire pour les arrêter. Ce sera alors une question de ce que les Russes ont toujours dit. L'Ukraine peut négocier maintenant et conserver encore un accès à la mer Noire. Garder le contrôle d'Odessa, de Dnipropetrovsk, de Soumy, de Poltava et même de Kharkiv. Mais si elle ne le fait pas, et si elle refuse d'accepter ce qui est sur la table, la Russie va continuer à avancer militairement, et elle en a pleinement la capacité. C'est là que Poutine détient les cartes dans cette affaire. Trump n'en détient pas. Comme Trump l'a dit à Zelensky fin février, « Tu n'as aucun atout. » Eh bien, devine quoi, Donald? Ce n'est pas parce que tu t'appelles Trump que tu as des atouts. Tu n'en as aucun. Just because your main name Trump doesn't mean you have Trump cards. You have none. Well,
Eh bien, c'est justement la stratégie qui n'est pas claire. Il semble qu'il va rencontrer Poutine et qu'ils pourront alors conclure un accord. Mais encore une fois, il se peut que quelque chose ait été préparé à l'avance. Parce que si je devais défendre Trump, je dirais qu'il a beaucoup d'ennemis, ou plutôt d'opposants, chez lui. Je veux dire, en février dernier, quand ils ont essayé de suggérer qu'il ne pouvait plus y avoir d'élargissement de l'OTAN, il a dit tout ce qu'il fallait dès le premier jour. Ensuite, il y a eu un énorme retour de bâton. On pourrait donc supposer qu'il doit, je suppose, apaiser les faucons à Washington, mais aussi les Européens et Zelensky. Donc, encore une fois, en lui accordant le bénéfice du doute, est-il possible que des négociations aient eu lieu en coulisses et qu'il y ait réellement quelque chose sur la table? Oui, en fait, il y en a. Comme tu le sais, Glenn, normalement, lors de ce genre de sommet, il y a les Sherpas diplomatiques. Tu sais, nommés d'après les robustes Népalais qui portent les sacs à dos et l'équipement d'un groupe d'Occidentaux gras et choyés jusqu'au sommet de l'Himalaya, vers l'Everest. Ce sont les Sherpas qui font tout le vrai travail. Ils attachent les gens, s'assurent que les cordes sont bien fixées, que les échelles pour traverser les ravins sont en place. Ils font tout. Ils préparent le terrain. C'est exactement ce que font les Sherpas diplomatiques. Et il y a eu un indice de Marco Rubio, il y a 2 semaines, selon lequel il y avait effectivement des discussions en cours avec des responsables russes. Il n'a pas précisé à quel niveau, ni qui menait les discussions, mais il était clair qu'il y avait des échanges. Espérons donc que ces discussions ont déjà eu lieu. Maintenant, il existe d'autres accords que Trump pourrait conclure en signe de bonne foi envers la Russie, pour montrer qu'ils sont sérieux quant à la volonté de remettre les choses sur la bonne voie. Par exemple, normaliser pleinement les relations diplomatiques en rouvrant les consulats russes aux États-Unis qui avaient été précédemment fermés. Restituer les biens russes saisis par Barack Obama lorsqu'il était président. Libérer les fonds saisis en Europe appartenant à la Russie, les 300 milliards de dollars. Rétablir les vols directs vers les États-Unis et s'engager à étudier la construction d'un pont ou d'un tunnel entre l'Alaska et la Russie qui relierait les 2 pays. Parvenir à des accords sur une coopération accrue concernant la station spatiale qui avait été mise en suspens. Relancer les accords de contrôle des armements. Donc ce que nous observons, et vous savez, il ne manque pas de sujets de discussion, que ce soit la collaboration dans l'Arctique ou le développement de projets économiques commerciaux. Encore une fois, nous allons découvrir si Trump est réellement sérieux. Les Russes, eux, le sont. Vous savez, les Russes sont capables de gérer plusieurs choses à la fois. Ils peuvent mener différentes actions. Ils vont continuer à travailler sur le problème ukrainien et à tenter de vaincre l'OTAN, peu importe ce que dit Trump, peu importe sa décision. Cependant, ils seraient ravis de collaborer avec les États-Unis sur ces autres sujets. Et certains d'entre eux pourraient être très tentants pour Donald Trump. Donc, il faudra attendre et voir. Oui, j'ai effectivement l'impression que le désir de rétablir les relations bilatérales est sincère. Mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience que tous ces intérêts communs, ces différents domaines de coopération, sont pris en otage par la guerre en Ukraine, ce qui est une bonne raison d'y mettre fin. Oui, je suppose que ma dernière question portait sur l'Alaska, cependant. Pourquoi pensez-vous que l'Alaska a été choisi comme lieu? Eh bien, c'est là que je reviens sur cette possibilité de proposer, au moins ils accepteraient de commencer à travailler sur un projet de construction d'un tunnel et ou d'un pont entre l'Alaska et la Russie, ou la Russie et l'Alaska, reliant les 2 pays. Parce que sinon, vous savez, je suppose que la seule autre raison de procéder ainsi était d'éviter d'avoir
S'il l'avait fait, vous savez, il ne pouvait pas voler, Poutine ne pouvait pas voler vers l'ouest. Mais il peut voler vers l'est. Il aurait pu voler vers le sud, mais Trump, pour une raison quelconque, n'était pas intéressé par les Émirats arabes unis, le Qatar ou l'Arabie saoudite. Donc le lieu en Alaska offre la possibilité qu'il puisse mettre en avant ce projet. Parce que je sais que l'un des Dmitriev, je crois, du côté russe, a été un fervent défenseur, un partisan de ce genre de projet. Et il a été en discussion étroite avec Witkoff. Donc c'est le genre de projet grandiose qui pourrait effectivement, vous savez, intéresser Trump. Le problème, c'est que Trump continue d'envoyer des messages verbaux, des messages qui le contredisent, qui laissent entendre qu'il va faire capoter les discussions ou qu'il va essayer d'intimider Poutine. Mais encore une fois, je pense que ce ne sont que des paroles en l'air de sa part. On a vu ça encore et encore, et on verra s'il continue sur cette lancée. Justement à ce sujet, les menaces continues qu'il profère contre la Russie, pas seulement la semaine dernière, mais aussi les nouvelles qui viennent de sortir. Qu'est-ce que Trump peut réellement faire maintenant pour punir la Russie, comme il le dit, si elle ne se conforme pas? Parce que cela aurait été bien plus convaincant il y a 2 ou 3 ans. Mais encore une fois, quelle capacité reste réellement? Je pensais que c'était un point clé dans la nécessité de faire la paix. Les Russes avancent rapidement, l'Ukraine s'effondre, et l'OTAN n'a plus vraiment d'armes à envoyer. Alors, quelles sont les vraies menaces? Les sanctions, c'est une chose, mais il semble que les Indiens et les Chinois ne soient pas dissuadés. Donc, qu'est-ce qu'il reste ici? Eh bien, la réalité, c'est qu'il n'y a rien. Il fut un temps où les États-Unis et la Russie entretenaient une relation commerciale assez solide. Mais aujourd'hui, après 3 ans et demi de sanctions, cette relation a été réduite au strict minimum. À ce stade, les États-Unis ont besoin de l'azote utilisé pour les engrais et de l'uranium enrichi qui sert à alimenter les réacteurs nucléaires. Les États-Unis en ont absolument besoin. Il n'y a rien que les États-Unis fournissent dont la Russie ait besoin. La Russie aimerait avoir la commodité de relations économiques normales, mais elle n'en a pas besoin. Ils aimeraient cela, mais c'est une autre affaire. Et en ce qui concerne la menace de Washington de sanctionner l'Inde et la Chine avec des sanctions écrasantes, ce que Trump et son équipe ne parviennent pas à saisir et à comprendre, c'est qu'en ce qui concerne la Chine, les terres rares et les aimants sont des éléments essentiels pour l'industrie américaine, ce qu'il en reste, ainsi que pour le complexe militaro-industriel. Et la Chine a mis un frein à ces exportations. Et remarquez, Trump ne cesse de reporter les droits de douane. Encore 90 jours. Nous allons vraiment sévir contre vous, mais nous vous donnons 3 mois de plus. Et en Inde, même s'ils obtiennent beaucoup de leurs produits pharmaceutiques de Chine, lorsqu'il s'agit de produire ce qu'on appelle des API, ceux-ci proviennent principalement d'Inde pour les fabricants américains. Donc l'Inde dispose en réalité d'un certain levier à ce niveau, ce qui a obligé les États-Unis à faire une exception. Et je noterai simplement en passant qu'il n'y a aucune véritable réflexion derrière les politiques tarifaires de Trump et la volonté de punir d'autres pays. Ils ont imposé des droits de douane à la Suisse et un citoyen suisse m'a récemment informé que la Suisse fournit 93% de toute l'insuline et des médicaments contre le diabète qui entrent aux États-Unis. Donc, nous allons, vous savez, les États-Unis, étant, vous savez, cette bande de gros salauds que nous sommes, avec toute notre malbouffe et notre population en surpoids, devenir, vous savez, un asile de fous du diabète. Et maintenant, nous nous coupons de notre fournisseur de médicaments contre le diabète. C'est ce que je dis. Cela n'a pas de sens, ces types ne réfléchissent pas.
Ils ne pensent pas de façon stratégique. Ils ne réfléchissent pas en termes de comment obtenir un levier sur les autres. Ils pensent simplement sur une seule dimension, de façon émotionnelle. Et puis quand le prochain problème surgit, ils doivent réagir à cela. Donc je pense que vendredi, nous verrons Trump réagir à quelque chose qu'il n'avait pas vraiment prévu. Eh bien, la partie « ne pas réfléchir », je pense que nous la partageons de ce côté-ci de l'Atlantique. Je vois que Merz vient de prononcer un discours en Allemagne, disant la même chose, que toute discussion devrait commencer par un cessez-le-feu de 30 jours. Oui, ce qui est tout simplement évident. En aucun cas cela n'arriverait. Les Russes n'abandonneraient aucun levier, alors qu'ils savent que la seule raison d'un cessez-le-feu est de préparer les lignes de front à son propre avantage. C'est juste, c'est très frustrant. Je pense que nous avons créé en Europe un environnement où reconnaître la réalité serait perçu comme une forme de trahison. Vous ne pouvez pas reconnaître que les Russes nous ont battus sur ce point. Vous ne pouvez pas admettre que nous avons contribué au conflit. Tout cela est perçu comme prendre le parti des Russes, et vous êtes immédiatement écarté. Ils doivent répéter ces choses, alors qu'ils savent qu'elles ne fonctionneront pas. C'est très frustrant à observer, car nous avons créé un environnement où nos intérêts nationaux fondamentaux, notre sécurité et même la réalité elle-même tombent sous cette étiquette de pro-russe, si bien que nous ne pouvons même plus énoncer l'évidence. Je pense que c'était en fait un historien et non Yogi Berra. Yogi Berra était ce receveur de baseball des New York Yankees, célèbre pour ses expressions. Il a dit « c'est encore du déjà-vu ». Je crois que cela a peut-être été inventé par un historien, parce que ce que vous voyez c'est, était-ce Hans Christian Andersen qui a écrit le conte du roi nu? Parce que c'était pour raconter comment une population pouvait accepter une complète affabulation, la tromperie, de continuer. Et il revenait à l'enfant, ou, dans une autre version de l'histoire, à un prophète, de se lever et d'essayer de leur dire qu'ils avaient tort. Et eux, vous savez, ils refusent d'accepter la vérité. Eh bien, nous y revoilà. Je veux dire, nous sommes en train de répéter ce genre d'histoire à nouveau. Et cette fois, nous en sommes conscients en la regardant se dérouler. Parce que vous savez, je secoue la tête quand je regarde Donald Trump parler et dire certaines des choses ridicules qu'il dit, parce qu'elles sont tellement déconnectées de la réalité. Et les gens autour de lui hochent la tête en disant « Oui, vas-y Donald ». C'est effrayant. Voilà ce qui se passe quand la société devient trop polarisée. Soit on déteste les adversaires, soit on se sent obligé de défendre tout ce que dit son propre camp. Donc, peu importe ce que Trump dit, ses opposants le détesteront quoi qu'ils disent, et ses partisans trouveront des excuses à tout ce qu'il dit. Ce n'est donc pas une grande forme de responsabilité. Mais bon, nous en sommes là. Donc oui, merci encore pour tout votre temps et de m'avoir permis de vous poser toutes ces questions. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de choix, n'est-ce pas? Merci Glenn. Toujours un plaisir.